Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maude, bonjour à tous nos auditeurs ce matin. Je suis très contente de vous retrouver et pour ce grand entretien, Maude, nous recevons toutes les deux Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes microbiologiste mondialement connu, spécialiste des maladies infectieuses. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, notamment Ni angélique ni diabolique les antibiotiques et plus récemment La vérité sur les vaccins, Épidémie, vrai danger, fausses alertes, Au-delà de l'affaire de la chloroquine, une autobiographie l'an dernier et dernièrement Homo Chaoticus, le livre qui nous intéresse et le tout aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous ce matin sur Ligne droite. Professeur Didier Raoult, on va parler bien sûr de votre nouvel ouvrage. Mais avant ça, un mot sur votre parcours pour nos auditeurs pour poser un cadre. En quoi consiste la microbiologie ? C'est l'étude des microbes. Oui, tout simplement. Bon. Ce qui serait intéressant, si je peux me permettre, on évoquait justement votre parcours, Didier, professeur, serait de savoir justement d'où vous venez, comment vous avez évolué jusqu'à votre statut aujourd'hui, jusqu'à l'homme que vous êtes désormais. Au début, j'ai fait mes études de médecine et puis j'ai fait... à l'époque, on avait un mode de sélection qui passait par l'internat des hôpitaux. Je suis devenu interne des hôpitaux. Puis j'ai fait d'abord la médecine interne. Après la médecine interne, j'ai fait des maladies infectieuses et tropicales. Et puis, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'outil, si vous voulez, en maladies infectieuses et maladies tropicales, c'était le laboratoire. De la même manière que les endoscopes sont les outils des gastro-entérologues. Et donc, je me suis intéressé à l'outil. J'ai fait une thèse de sciences en microbiologie. Et j'ai, toute ma vie, pratiqué à la fois de la microbiologie, de la médecine des maladies infectieuses. Et puis, petit à petit, j'ai créé un laboratoire qui est devenu le plus gros laboratoire de maladies infectieuses. J'ai créé un institut qui était le premier institut de maladies infectieuses depuis la création de l'Institut Pasteur. Quand même, hein. Donc, voilà, petit à petit, les choses sont faites, et elles sont faites naturellement, bien entendu, comme toujours. Il y a peut-être des gens qui ont l'idée de ce qu'ils vont faire 20 ans avant. Moi, ce n'était pas le cas. Oui, vous, ça fait vraiment au fil du temps. Très bien. Alors, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, professeur Raoult. À l'époque de la crise sanitaire, votre tête a été mise à prix, on peut le dire, par les médias. Avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous savez qui a voulu votre perte lorsque vous alertiez sur cette gestion catastrophique du Covid ? Est-ce que c'était par exemple les lobbies pharmaceutiques ? C'est pas comme ça que je le vois. Je pense que, si vous voulez, là, comme dans la plupart des domaines, si vous voulez, l'information fait partie du pouvoir, et que ça veut dire qu'il y a pas tout le monde a le droit de parler. On contrôle de plus en plus ça. Il y a maintenant, comme à l'époque du communisme, il y a l'AFP qui dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc il y a la vérité établie par l'État. Officiel, on va dire. Officiel. Et donc, ce qui est en dehors de ça est censuré ou vilipendé. Pratiquement, de temps en temps, on vous enlève purement et simplement les données que vous avez pratiquées, soit on vous empêche de les publier, soit on essaie de détruire votre réputation. Il y a, l'État ne supporte absolument pas qu'il y ait une contradiction. C'est très frappant, hein. Une espèce de totalitarisme de la pensée qui fait qu'on n'a plus le droit de penser différemment, ce qui est très dangereux. Et puis d'autre part, bien entendu, très rapidement, les enjeux financiers sont apparus. D'autre part, il ne faut pas négliger le rôle de Bill Gates, dont je pense qu'il est fou, avec l'OMS, qui s'est acheté l'OMS et qui a pris des positions complètement délirantes avec une stratégie d'éradication d'un virus dont on savait qu'on ne pouvait pas l'éradiquer parce qu'il bouge tout le temps, il mute tout le temps, il n'est pas immunisant. Donc
C'est d'ailleurs étrange, ça pourrait être vraiment un film de science-fiction, de dire, écoutez, il y a un type qui a fait fortune en vendant des micros et qui dirige la santé mondiale, quoi. C'est un truc, c'est fantasque. Vous avez porté évidemment une seconde voix. Est-ce que vous avez l'impression que le débat public est toujours verrouillé, ou bien justement la remise en cause de la gestion à l'époque peut être ouverte? Je sais pas, parce que là encore, enfin, pour que les choses soient très claires, moi je suis pas un prophète, je suis pas un homme politique. Le Covid, j'étais bien, j'avais créé l'Institut universitaire pour faire face aux épidémies. Donc, parce que personne en France n'avait même conçu qu'il pouvait y avoir des épidémies. C'était pas raisonnable. Donc quand c'est arrivé, c'était justement ce que j'avais prévu, donc il fallait bien s'en occuper. Donc c'était mon métier de m'en occuper. Je ne pouvais pas reculer en disant je ne vais pas m'en occuper, je vais laisser Bill Gates diriger la recherche et le soin sur les maladies infectieuses. C'est délirant. Donc j'ai fait mon métier, et maintenant mon métier est fini. Vous savez, le reste, le monde, moi je n'ai pas la prétention de diriger le monde. Hein. Vous savez, je laisse ça à quelques fous. Là, qui se Vous avez laissé une pierre. Hein? Vous avez laissé une pierre, c'est ça? Et les gens feront ce qu'ils veulent dans quelques années. J'ai fait mon métier. Voilà, j'étais médecin, maintenant je pratique plus. J'étais médecin, il y avait des malades, il fallait s'en occuper. Voilà, on est très content de ce qu'on a fait. On a les taux de mortalité les plus bas au monde. On est content, on a fait notre métier. Voilà. En tout cas, maintenant, vous écrivez des livres, on va en parler dans un petit instant. Juste une question, si demain, une épidémie devait refaire surface en France, est-ce qu'on serait prêt, selon vous? Écoutez, j'en sais rien. Bon, ça dépend évidemment du... Je crois pas, je pense que le niveau de connaissance et le niveau d'influence, vous savez, les congrès médicaux, c'est les mêmes, ceux que j'ai vus en tout cas, hein. Ça ressemble à des congrès de marchands de voitures ou des congrès de mode ou des trucs. C'est pas de la science qu'on fait, c'est de la promotion pour des produits pharmaceutiques. Et les enjeux sont donc tous les gens. On a organisé une espèce de tourisme médical généralisé, et donc les gens peuvent aller une fois ou deux fois par an, à Prague ou à Rome, etc., se promener, tout frais payé, pour écouter de la publicité rémunérée. Donc la proportion même de gens, on a regardé ça, la proportion de médecins spécialistes dans le domaine des maladies infectieuses qui a des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique est monstrueuse, et de l'ordre de 95%. Et personne, en France, il y a un type qui est spécialisé dans l'étude des conflits d'intérêts dans le monde, parce qu'il y a quelques États aux États-Unis qui mènent une lutte très sérieuse contre les conflits d'intérêts. Explique que la France est un des pays dans lequel on a les gens n'ont pas même la notion de ce qu'est un conflit d'intérêts. Le fait, ils pensent qu'ils conservent leur indépendance, leur autonomie intellectuelle, bien qu'ils aient des bénéfices, de l'argent ou des bénéfices en nature, à travailler avec les industriels. Mais c'est pas vrai. L'industrie ne paie pas des gens pour leur faire plaisir. Elle peut parce qu'elle attend quelque chose. Et les gens devraient se demander à chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi. Alors, je vous invite juste à vous rapprocher peut-être un tout petit peu du micro, parce que nos auditeurs nous font savoir c'est un peu loin. Voilà, qu'ils vous entendent mais de trop loin. Ils veulent être près de vous. Alors, professeur Raoult, invité chez nos confrères de CNews, vous avez dit que le virus de la polio à Gaza, c'est un virus fait par l'homme. Au cas échéant, le sujet est de première importance. Ce que vous vouliez dire par là, professeur Raoult, c'est que les virus peuvent être utilisés comme armes de guerre? Non, pas du tout. Le virus de la poliomyélite a été... il y a 2 vaccins contre la poliomyélite. Il y a un vaccin qui est parfaiement anodin, qui est celui que vous avez reçu. Voilà, vous avez reçu le DTP, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est injectable. C'est du virus tué, vous risquez rien. Bon, et puis à un moment, il y a des gens qui disent non, ça serait mieux d'avoir un virus vivant un peu bidouillé, qui donnerait une immunité plus longue, ça marcherait mieux. Ce qui s'est passé et qui n'était pas prévu
avec le niveau de connaissance de l'époque, c'est que ces virus rencontrent des virus très très proches dans notre tube digestif et dans un certain nombre de cas, il y a des recombinaisons. Maintenant, on connaît ça par cœur, on le voit très très bien, on l'a vu très très bien avec le Covid parce qu'on a eu des millions de séquences. Donc nous, on travaille beaucoup. Moi, je sais pas, dernière année, j'ai travaillé pratiquement là-dessus, comprendre comment l'évolution des virus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des virus vaccinaux se sont retransformés en virus de la poliomyélite et ils ont foutu des poliomyélites. Alors, quand il y avait des centaines de milliers de poliomyélites, si vous voulez, les quelques cas dits à des révertants, hein, des virus qui étaient redevenus, étaient une quantité, entre guillemets, négligeable. Maintenant qu'il n'y a plus de poliomyélite sauvage, il y a quelques cas, il y a plus de virus dus au vaccin que de virus dus au virus de la poliomyélite. D'accord. Donc, ça amène à réfléchir, à avoir des stratégies évolutives, c'est-à-dire que c'était peut-être justifié. Vous savez, les vaccins, c'est ce qui était inaudible aussi dans toutes les stratégies vaccinales, ou toutes les stratégies thérapeutiques, c'est une balance entre le bénéfice et le risque. Quand il n'y a plus ou quasiment plus de risque de poliomyélite naturelle, si vous voulez, il ne faut pas continuer avec des vaccins qui représentent un danger, parce que par définition, la preuve, c'est que maintenant, il y a plus de poliomyélite vaccinale que de poliomyélite naturelle. Donc, il faut faire des vaccins tués, et puis il faut arrêter avec les vaccins vivants dans cette occasion-là. Il ne faut pas le faire. Et alors, on va passer au sujet de votre ouvrage. Homo chaoticus, vous êtes donc microbiologiste, on l'a dit. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous pencher sur ce sujet de l'évolution, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit dans votre ouvrage? Moi, ça fait, si vous voulez, l'évolution, ça m'a toujours intéressé. Et donc, c'est le fond de ma recherche fondamentale. J'ai un métier qui est médecin, je fais de la recherche en général. Le fond de ma réflexion, c'est de la recherche fondamentale. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des génomes très tôt, le premier en 2000, à l'époque. Et déjà, c'est pour ça que c'est une des raisons aussi pour lesquelles la France est si mal préparée, c'est que la France avait pris une position contre la séquence. Donc il n'y avait pas de centre séquençage en France, on ne séquençait pas les microbes. Moi, j'ai eu les plus grandes difficultés à l'époque à faire mon premier génome. Et donc, ça m'intéresse. Et depuis, j'ai séquencé une quantité phénoménale de bestioles. Ça m'intéresse. Et dès le premier génome, on a vu des choses qui étaient tout à fait extraordinaires, c'est-à-dire des séquences qui étaient des parasites, qui se baladaient dans le génome, parfois au milieu de gènes, parfois dans des trous. On a expliqué que ce que les gens appelaient du DNA poubelle, c'est pas du tout du DNA poubelle, c'était l'effet de la dégradation de gènes qu'on pouvait parfaitement identifier, d'accord ? Et donc, d'abord, j'ai vu que personne ne comprenait rien déjà au niveau des microbes. Hein. Alors, quand on parle de l'homme, c'est un désastre d'ignorance. Hein. Et donc, bien entendu, j'ai continué à essayer de comprendre ça, en particulier ces séquences répétées qui sont dont on finit par penser, je fais partie de ceux qui pensent ça, que, si vous voulez, la vie a commencé par ces tiges-boucles, là, qui sont des petites séquences de quelques centaines de bases, qui associent une espèce de l'ARN, deux brins d'ARN complémentaires, qui du coup se collent l'un sur l'autre, pour faire un petit tuyau ou un petit rail, et qui se finissent par une boucle. Pratiquement toutes les séquences, tous les gènes, toutes les séquences en réalité contiennent des éléments de cette nature-là. Et donc, c'est ce qu'on pense. On pense que au début, il y avait l'ARN avec des molécules qui s'auto-reproduisent, qui sont autocatalytiques, si vous voulez. Et puis que ces molécules, ensuite, ont été... L'ARN est extraordinairement fragile. Hein, donc, la raison pour laquelle il y a les deux morceaux collés, c'est que ça protège contre la dégradation. D'accord ? Donc, c'est la première stabilisation de l'information. Puis, la deuxième stabilisation de l'information, c'est l'ADN qui est beaucoup plus robuste, beaucoup moins sensible à la dégradation.
Et après, bien entendu, l'ADN, eh bien, on peut rajouter des morceaux avec, comme un Lego, ou rajouter des briques, vous voyez, comme un Lego. Mais ce qui constitue encore le fond de l'évolution et de ce que l'on voit, ce sont ces tiges-boucles, si vous voulez, qui sont... et je suis très content, d'ailleurs, parce que il y a très peu de fois où il y a très peu de conditions dans lesquelles on sait que ça fait quelque chose. Et une des choses que l'on savait, c'est que donc le plus petit de ce que vous appellerez des virus, on ne sait pas comment appeler, alors on appelait ça des viroïdes, qui sont ces tiges-boucles, infectent les plantes. Et c'est un énorme problème agricole. Hein. Ça tue des, je sais pas quoi, le tabac, la tomate, le piment. Et ça les rend malades. Mais c'est très facile de voir la maladie de ces plantes parce que vous grattez là où la plante est devenue marron, vous le mettez sur une autre feuille et puis hop, ça le rend malade. On ne sait pas, ou on ne savait pas si ça existait chez l'homme. Maintenant, on sait que ça existe puisqu'il y a quelque chose qu'on ne savait pas nommer. C'est un vrai problème, la nomination. Une fois qu'on a nommé les choses, on leur a donné un nom, puis on ne s'en sort plus parce que ce nom ne recouvre pas toute la connaissance. Et donc, qui évolue, qui change forcément. Et donc, qu'on appelait l'agent delta, et donc qui est un viroïde en pratique, qui n'infecte que les gens qui ont déjà une hépatite avec le virus de l'hépatite B, d'accord, et qui est acquis par voie injectable, hein, et qui donne des complications hépatiques, qui donnent des formes plus graves encore d'hépatite chez les gens qui ont une hépatite B. Et puis, il y en a un nouveau qui vient d'être découvert il y a quelques mois, il s'appelle Obélisque. Et on le trouve dans 30% des prélèvements qui ont été analysés. Et donc, on sait que maintenant, ces tiges-boucles-là, nous sommes bourrés de tiges-boucles. Et ces tiges-boucles représentent, en réalité, les tiges-boucles représentent 99% autonomes, hein, c'est-à-dire non intégrés dans le gène, représentent 99% de notre génome. Cette découverte, elle date de quand ? Quoi ? Les tiges-boucles, les tiges-boucles, c'est aussi ancien que depuis qu'on a commencé à regarder. Donc c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est juste qu'aujourd'hui, on considère que c'est une nouvelle donnée pour comprendre... Non, ce qui a été nouveau, ce qui a été une surprise, c'est quand on a commencé à faire les séquences, si vous voulez. On avait des idées simples. Il ne faut pas en vouloir aux gens qui avaient ces idées et ces théories au moment où ils les ont émises, puisque l'homme ne peut pas s'empêcher de faire une synthèse et d'essayer de faire une théorie à partir de ce qu'il sait. Mais si vous voulez, on avait, à partir de la découverte de l'ADN, les gens pensaient que le modèle, c'était les bactéries, Escherichia coli, et que tout fonctionnait comme ça. Mais ce n'est pas du tout le cas. Escherichia coli, il y a 99% des séquences qui sont des gènes, c'est-à-dire qui vont servir de modèle pour faire des protéines. Chez l'homme, il y a 1% de gènes. Et donc, il y a 99% de choses que les gens appelaient du junk DNA, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on dit c'est rien, c'est la poubelle, mais ça fait 99%. Et avec des séquences qui sont répétées à un niveau invraisemblable, donc il y a eu une des tiges-boucles courtes qui est un transposon, qui peut sauter d'un endroit à l'autre du génome, qui s'appelle l'ALU1, qui est présent à 1 million d'unités, donc il fait 10% du génome, contre 1% des gènes. Et il y a une autre qui est un rétroposon, lui qui est capable de transformer l'ARN en ADN pour l'intégrer, qui s'appelle LIN, qui représente 14% de notre génome. Donc ces deux LIN et ALU dont vous n'avez jamais entendu parler, j'imagine, je pense que les auditeurs non plus, font un quart du génome contre 1% de gènes. D'accord ? Donc vous voyez le degré d'ignorance quand vous spéculez sur ce que vous croyez connaître, c'est-à-dire les gènes. Et moi, personnellement, bien que de temps en temps, quelqu'un dise « ça y est, moi j'ai réussi à fermer un génome », je pense que personne n'a jamais réussi à fermer un génome parce que c'est trop complexe d'assembler des séquences répétées avec les outils que nous avons actuellement qui ne sont pas assez efficaces. Alors sur les origines de l'homme, vous remettez donc en cause la théorie de Darwin. Vous êtes même opposé d'ailleurs au climat d'idolâtrie dans lequel il a été placé. Vous parlez de prophète de la science. Pour que nos auditeurs comprennent, l'homme descendant du singe, c'est un mythe pour enfants, c'est vraiment une farce scientifique. Ce qui est une farce, c'est l'ancêtre commun qui a évolué dans tous les domaines. En réalité, nous sommes des mosaïques
C'est-à-dire que nous sommes en permanence soumis à des nouvelles informations, en particulier les teachbooks, qui jouent un rôle considérable, dont on va voir que c'est le moteur technique de l'évolution. Et donc, nous, moi je me rappelle, j'avais même fait un moment une conférence à la Cité des Sciences ici, sur... j'avais écrit, il y a 5% des humains qui ont un grand-père qui est le virus herpès virus 6. Parce qu'il y a 5% des gens qui ont des gènes de ce virus, parce que ce virus, quand il se balade, il rentre dans les cellules germinales, il peut s'intégrer dans le génome, et depuis, il fait partie du génome de 5% de la population. Si vous avez des enfants et que vous aurez un placenta, ce placenta est dû au fait qu'un virus, un rétrovirus, proche du virus du sida, s'est intégré dans notre génome et que maintenant il permet la constitution du placenta en permettant la fusion des cellules entre elles. Vous voyez, donc nous sommes des mosaïques et on ne sait pas jusqu'à quel point on est des mosaïques. Donc nous sommes des mosaïques, l'ancêtre commun est donc une farce, on l'a compris. Pour autant, qu'est-ce qui va nous différencier, qu'est-ce qui va nous prouver, on va vraiment parler de preuves, que nous sommes... que nous ne descendons pas du singe. Au niveau de l'homme, le singe, qu'est-ce qui montre qu'en fait, il y a aucune possibilité, effectivement, que nous ayons une ascendance commune? Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'ascendance commune. D'ascendance commune, ah oui, d'accord. Bien sûr, il y a des tas de choses qui sont en commun dans les gènes, y compris dans les séquences répétées. Simplement, ça n'est pas quelque chose qui est linéaire. L'essentiel de l'évolution a été horizontale plus que verticale. D'accord. C'est-à-dire qu'on reçoit des informations en permanence, cette information se transforme en quelque chose qui change les organismes. C'est comme... Et je pense que c'est épidémique, bien sûr. À chaque fois. Et ça nous fait penser à une autre théorie qui est antérieure d'un siècle à celle de Darwin, celle de Lamarck, au XVIIIe, qui lui explique que les espèces donc, s'adaptent. Par exemple, le changement de milieu va provoquer le changement de forme corporelle. On peut penser au cou des girafes, aux doigts, aux palmes, enfin aux pieds palmés des oiseaux. Oui, c'est d'ailleurs, c'est pas impossible que dans l'évolution il y ait une partie de ça aussi. Maintenant, on a des éléments qui laissent penser qu'effectivement il y a des caractères acquis qui sont transmissibles, ce qui est l'hypothèse de Lamarck. Donc simplement, il n'y a pas, on peut pas. La vision darwinienne est trop simple. C'est pas vrai, voilà. Donc après, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit, écoutez, on est tous un mélange de tout ce qu'on veut, et ça a été très difficile à acquérir. La première chose qu'on ait comprise, c'est qui bien entendu, qui m'intéressait beaucoup. Le premier monde bactérien sur lequel j'ai travaillé s'appelle l'Ericadie. C'est ce qui a fourni l'essentiel des mitochondries. Les mitochondries, c'est ce qui a créé les eucaryotes. C'est-à-dire, il n'y aurait pas d'eucaryotes sans les mitochondries. Il fallait ça pour utiliser l'oxygène. D'accord. Et donc, c'est le fruit du parasitisme, si vous voulez, de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Les gens disent que c'est des eucaryotes, ce n'était pas des eucaryotes. Cellules dont on ne sait pas du tout ce que c'est un mystère biologique. Maintenant, il y a des gens qui s'appellent ça les proto-eucaryotes qui ont été parasités par des rickettsia qui elles-mêmes n'ont pas cessé d'évoluer. On a fait, nous, un travail qu'on a publié sur les mitochondries. On voit que les mitochondries sont des mosaïques qui continuent à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des mitochondries qui ont été enrichies en gènes de bactéries intracellulaires qui sont devenues des parasites et qui ont échangé des gènes avec les mitochondries. Donc tout ça change, et ça c'est la première grosse mosaïque que l'on a vue. Alors au début, quand vous bouleversez comme ça une théorie, tout le monde dit, alors d'accord, il y a une exception, mais c'est pas vrai. En réalité, quand vous voyez une exception, vous voyez le reste. Mais vous voyez, par exemple, la théorie darwinienne a amené ce délire que vous pouvez trouver dans tous les gens qui pensent raconter l'histoire de l'humanité, qui dit, voilà, Homo sapiens a pris le dessus sur le Néandertal qui a disparu, ce qui est une sélection naturelle. Oui, mais c'est une bêtise terrible. Vous avez 3 à 4% de Néandertal dans votre génome. Ça se voit, d'ailleurs.
Ça se voit. Je sais pas comment le prendre. Touchez-vous, Marie-Falicon. Est-ce que c'est un compliment, professeur Raoult? Toujours est-il que, vous voyez, moi j'ai entendu ça, parce que les gens, enfin les paléontologues, ils racontent beaucoup de légendes, parce qu'ils ont tellement peu d'éléments. À chaque fois qu'il y a un os, il faut qu'ils racontent une histoire. Donc ils vous racontent des légendes, mais ça laisse pantois. Enfin, on ne peut pas imaginer des trucs pareils à partir d'un bout d'os. Si vous voulez, c'est pas vrai. Donc à la fin, c'est pas vrai, simplement. C'est juste pas vrai. Voilà. Donc il y a eu plusieurs hominidés. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mélangés. Moi, j'ai tendance à croire que le mélange, que le mélange s'est fait essentiellement par des viols des Néandertals qui ont violé des Cro-Magnons. Voilà, je pense que c'est ça. C'est parce qu'on a des traces génétiques qui montrent et moi, je suis Néandertal, que ça s'est passé plus comme ça. D'accord. Mais bon, bien sûr, dès que les humains se rencontrent, ils se mélangent, et puis voilà, ensuite, ils font des enfants ensemble, et donc le métissage, voilà, et toutes les conclusions simples qu'on fait sur des observations simples. Par exemple, les gens pensaient, moi j'ai eu des discussions risibles avec des gens qui pensent que les Mélanésiens, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils ont la peau très foncée, sont plus d'origine africaine. Mais non, c'est les plus loin des Africains. En réalité, ils ont jusqu'à 15% de leur génome qui vient d'un autre hominidé qui s'appelle Denisova, qui a été trouvé. On a trouvé une phalange au départ dans une grotte en Sibérie. Et pour l'instant, il n'y a que chez eux qu'on le trouve. Donc pourquoi est-ce que les descendants de Denisova... Donc Denisova n'a pas disparu, il s'est mélangé, pas plus que Néandertal n'a disparu, c'est mélangé. Il y a des maladies d'ailleurs qui sont spécifiques de Néandertal, dans les maladies qu'on retrouve du fait de l'ascendance néandertale que l'on je vous rassure, je vois autant de Néandertal que vous. Donc comment expliquer, alors Darwin c'est la doxa, comment expliquer qu'on y reste fermement attaché dans les apprentissages notamment scolaires au lieu de s'en détourner? Avec ce que vous nous dites, je vais vous donner un exemple de mon expérience personnelle. La première fois qu'on m'a parlé du chaînon manquant, vous voyez cette exception, et donc remis en cause la théorie de Darwin, c'était lors de mes études supérieures par avant. D'abord, il ne faut jamais surestimer le niveau de connaissance des gens, parce qu'on se trompe toujours. Et bien entendu, comme la connaissance est de plus en plus avance de plus en plus, va de plus en plus vite grâce aux outils, grâce à la technologie. La technologie va plus vite que les idées. Et puis, il y a il n'y a plus d'hypothèses alternatives. On vit la taille de la population et la taille des pays entraîne automatiquement une espèce de forme de totalitarisme. C'est-à-dire la pensée dominante devient dominante à un point qui est effarant. Et quand vous dites autre chose, quand vous avez cette seconde voix, justement, quelle est la réaction chez les scientifiques? Eux vont contester parce que c'est justement, ça sort du discours de... Oui, même pas. Moi, parmi mes très bons amis, quand j'ai commencé à dire... Moi, si vous vous souvenez, il y a toujours des éléments déclenchants. Chez moi, l'élément déclenchant, c'était le 200e anniversaire de la naissance de Darwin et le 150e de l'écriture de l'origine des espèces. Et là, j'ai vu que c'était devenu de l'idolâtrerie. C'était le veau d'or, donc c'est l'idolâtrerie. Et donc, bien sûr, il n'y a pas d'idole dans les scientifiques. Les scientifiques n'ont des théories qui ne sont adéquates que dans le temps où elles sont émises. Dès que l'on découvre des choses nouvelles, il faut faire la place à des nouvelles théories. Donc les théories sont changeantes. Si on n'arrive pas à changer les théories, c'est qu'on est rentré dans un phénomène de croyance. Alors, il s'est passé deux choses avec Darwin et Lamarck, d'ailleurs. Il s'est passé deux choses. Un, les gens devaient expliquer les fossiles. On a trouvé plein de fossiles. Alors, il y avait... Du XVIIe siècle, c'est ça? Il y avait une théorie dominante qui a été ridiculisée, mais qui est probablement la plus réelle, qui était celle de Cuvier, qui était celle des catastrophes. En disant, écoutez, il est arrivé les catastrophes. Qui ont fait disparaître des espèces. Qui a fait disparaître entièrement des espèces, sans descendants. D'une part. D'autre part,
il y a des gens qui ont dit non, il n'y a pas eu de catastrophe. Au contraire, tout ça a été un processus linéaire et progressif, ce qui était l'hypothèse de Darwin. L'hypothèse de Darwin était très, très, très compatible avec notre propre culture, qui est, si vous voulez, en réalité, si vous lisez la Genèse, si vous voulez, c'est compatible. Et d'ailleurs, vous voyez que les paléontologues appelaient la Ève... tout ça est compatible avec une lecture stricto sensu de la Genèse. Le créationnisme. Et donc le débat qui s'est passé à l'époque, au moment où émerge l'athéisme, si vous voulez, c'est ceux qui disent que la Bible n'est pas vraie, d'accord, Darwin qui disait que c'était pas vrai, et il conserve une espèce de syncrétisme entre sa propre théorie, la théorie de l'évolution et la Genèse, sont considérés comme étant anti-religieux, et ceux qui pensent, en particulier, c'est moins notable chez nous, mais c'est plus notable chez les protestants anglo-saxons, qui prennent la Bible, qui n'ont pas d'interprète de la Bible, et qui prennent la Bible au sens propre. C'est-à-dire chacun lisant la Bible pour lui-même et croyant en la Bible lui-même. On va devoir mettre un terme à cet entretien, professeur, malheureusement. Le temps passe trop vite, on est navré. Merci, il faudra revenir parce qu'on avait encore plein de questions à aborder. Donc, merci encore, professeur Raoult. Évidemment, vous êtes microbiologiste et vous reviendrez, j'espère, sur Ligne Droite prochainement. Et auteur surtout de Homo chaoticus. Très bien. Merci beaucoup, professeur Raoult.